Choisis, intrépide étranger, frappe la cloche et brave le danger, ou imagine, jusqu'à en devenir fou, ce qui serait advenu si tu avais frappé un coup. Bienvenue derrière la porte de l'armoire, le podcast où on vous emmène à la recherche des sens cachés dans les histoires de mondes imaginaires créées par C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia. Bonjour Lula. Bonjour Anna. Alors la dernière fois, on s'était retrouvés dans un endroit merveilleux, le bois entre les mondes, où il y avait différentes mares qui reliaient un monde à l'autre. En sautant d'une mare à l'autre, on y retrouvait Polly et Diggory qui découvraient cet endroit incroyable, hors du temps. Et on savait qu'ils allaient sauter dans une mare au hasard pour découvrir des mondes différents du leur. Et c'est là où on s'était arrêté, et c'est là où on reprend aujourd'hui, et je vais vous résumer le chapitre du jour. Diggory et Polly se retrouvent dans un monde lugubre et sombre, baigné d'une étrange lumière rouge. Autour d'eux, tout est en ruine. Ils sont apparemment dans un ancien palais, et il n'y a aucune trace de vie, ni animale, ni végétale. Ils s'apprêtent à repartir lorsqu'ils découvrent dans une pièce des centaines de statues de cire somptueusement vêtues. Les enfants voient aussi une cloche et un marteau, et à côté, une inscription qui indique que s'ils ne frappent pas la cloche, ils deviendront fous à force d'essayer d'imaginer ce qui se serait passé s'ils l'avaient fait. Polly veut repartir, mais Diggory l'en empêche et frappe sur la cloche. Un son retentit de plus en plus fort, au point que les murs commencent à trembler et qu'une partie du toit s'écroule. Puis, le calme revient et les enfants sont soulagés à la pensée que le pire est passé. Le narrateur précise qu'il se trompe. Alors on a une description ici très efficace. Les descriptions chez Lewis sont toujours très efficaces parce qu'elles sont... il est capable en très peu de mots de créer une ambiance particulière. Et ici, je trouve qu'on a vraiment l'impression d'y être dans ce monde froid et lugubre. Et le contraste avec le bois d'entre les mondes du chapitre précédent fait que c'est d'autant plus frappant. Parce qu'on a un certain nombre de ressemblances et en même temps des différences. Dans les deux cas, il y avait du silence. Mais dans le bois, c'était un silence plein de vie, chaud, vivant, alors qu'ici, c'est un silence mort, froid, vide. On a vraiment l'impression d'être dans un monde mort, un monde qui a été vivant, puisqu'il retrouve même des signes de végétation, mais qui est aujourd'hui mort. C'est vrai, on a 4 chapitres devant nous, et les 4 chapitres nous présentent un univers complètement différent. On a Londres à l'époque de Sherlock Holmes, qui fait rêver. On a le bureau de l'oncle Andrew, qui est très très bien représenté avec le feu de cheminée. On a ce bois d'entre les mondes, qui est un endroit onirique et tellement différent de ce qu'on a l'habitude. Et on a ce nouveau monde étouffant, paniquant, avec une neutralité qui fait qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Et c'est ça que je trouve assez extraordinaire. On a le narrateur à la fin qui nous dit que c'est pas la fin des ennuis, mais on a le souffle coupé. On sait pas du tout ce qui va se passer. On peut imaginer que le monde va se réveiller, mais que ce sera peut-être un monde merveilleux, tel Narnia. Peut-être qu'il y aura des personnages extraordinaires et bienveillants. Peut-être qu'on va retrouver des monstres. On ne sait pas du tout ce qu'on va retrouver, et ça, je trouve que c'est palpitant. Alors justement, il y a quand même oui, des traces de vie passées dans ce monde, et notamment ces statues dont on comprend que ce sont des rois et des reines, puisqu'ils sont couronnés. Et puis, ces statues portent des vêtements magnifiques, très colorés, des bijoux éblouissants, et ça leur donne un air de faste et de majesté qui tranche avec le reste du monde. Et comme tout le reste est très très vieux, on se demande comment ces vêtements n'ont pas été abîmés avec le temps. Et Diggory dit que c'est grâce à la magie. Et il dit même qu'il a senti qu'il y avait des sortilèges dans cette salle dès qu'il est rentré. Et ça, c'est un détail important parce que ça nous montre qu'il est pleinement responsable de ce qu'il va faire ensuite. Il connaît les dangers de la magie, il a un oncle magicien, il a déjà vu ce que ça pouvait donner quand on s'adonne à ce genre de pratique.
Et pourtant, il est attiré par cette magie et il ne va pas vraiment essayer d'y résister. Et quand on regarde les visages des statues, donc les enfants, quand ils regardent les visages des statues, remarquent qu'au départ, on a des visages pleins de bonté et de sagesse, et qu'au fur et à mesure, les visages se transforment et deviennent pleins de cruauté et de désespoir. Et ils voient que la dernière statue, c'est celle d'une femme, et c'est la pire. Alors on va y revenir dans un instant, mais je voudrais d'abord qu'on parle de ces visages qui deviennent de plus en plus méchants. Donc ça montre clairement une évolution dans la société dans laquelle ont vécu ces personnes, hein, une société qui devient de plus en plus mauvaise. Et en faisant ça, Lewis voulait s'attaquer à un mythe qui était très très populaire au XIXe siècle, qui était le mythe du progrès grâce à la science, grâce au progrès de la technique. À l'époque, on pensait que le monde allait s'améliorer, que l'homme allait s'améliorer de plus en plus, et qu'il allait finir par devenir parfait. Et c'est aussi par rapport à ses études, il aimait le Moyen-Âge, et il le voyait comme quelque chose avec une grande sagesse, Oui, une oui, culture oui, intéressante, et c'est la oui, Renaissance d'ailleurs qui a beaucoup critiqué le Moyen-Âge, oui, donc c'est l'idée vrai. que c'était pire avant, heureusement qu'on n'est plus au Moyen-Âge, c'est une expression qu'on peut utiliser assez souvent. En anglais c'est The Dark Ages, c'est bien ça. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc encore pire, les années noires, l'âge noir. Et il aimait pas du tout cette expression, ouais, en effet. J'imagine bien. Mm. Donc on peut Ouais. imaginer ces rois et ces reines moyenâgeux, dans le sens où plus anciens, qui font preuve de sagesse, et plus Mhm. on avance, plus on perd ses qualités. Mhm. Euh, donc j'imagine Mm. le petit pic du professeur de littérature qui a un amour pour des époques qui sont parfois Mm. jugées du haut Mm. de notre 20e, 21e siècle. Mm. 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 Alors en même temps, faudrait pas non plus penser que Lewis était en train de dire ici que c'était mieux avant et que l'humanité devient de plus en plus mauvaise. Hein. Ça, c'est pas non plus ce qu'il dit ici, hein, parce que c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Ah, c'était mieux avant. Hein, Et d'ailleurs, moi je trouve ça très amusant qu'il y ait un texte dans l'Ancien Testament qui a des milliers d'années et où on trouve déjà cette idée hein, dans le livre de l'Ecclésiaste. Au chapitre 7, verset 10, il y a un verset qui dit donc garde-toi de dire comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui? Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. Et moi, je trouve ça vraiment épatant que on ait déjà compris ça il y a des milliers d'années, mais pourtant, on entend toujours cette idée régulièrement. Et c'est pas ça que Lewis est en train de dire ici non plus. En fait, je pense que ce qu'il dit ici, parce que ces personnages, ce ne sont pas n'importe qui, ce sont des rois et des reines. L'idée qu'il y a derrière cette panoplie de rois et de reines, c'est l'idée que le pouvoir corrompt. Et peut-être qu'au début, ces rois et ces reines avaient à cœur d'être des souverains justes et soucieux du bien-être de leurs sujets. Et ensuite, ils se sont attachés au pouvoir et c'est ce qui les a corrompus. Hein. Comme disait Lord Acton, hein, le pouvoir tend à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument. Et je pense que c'est cette idée-là qui est illustrée ici. Et pour vérifier cette hypothèse, en fait, il va falloir essayer de déterminer si la dernière personne, qui semble être la pire, est très attachée au pouvoir. Ça, on verra dans la suite de l'histoire si on peut le vérifier. Oui, on peut presque comparer cette scène au livre des juges dans la Bible, où on voit les personnes au pouvoir qui généralement vont de pire en pire, pas dans une idée en effet que la société s'effrite, que c'était mieux avant, mais dans un cercle vicieux qui peut arriver à un certain moment, euh, dans un certain cadre, jusqu'à une fin terrible. En tout cas, là, il y a quelque chose qui a été mis en pause. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'est réversible ou non, mais il y a cet effritement, en tout cas visuel, de la bonté, de la sagesse. Euh, c'est c'est encore une fois très visuel, on l'imagine, ces immenses statues avec ces vêtements incroyables et ces visages qui peuvent être parfois rassurants, parfois effrayants, à ne pas savoir comment se positionner. Euh, j'ai hâte de le voir à l'écran. J'espère que ça portera justice au texte qui est extraordinaire. Mais ça donne envie d'être dans une grande salle de cinéma
pour regarder ces statues majestueuses. Mhm. Alors, il y a une inspiration possible, hein, c'est pas sûr, mais il y a un roman d'aventure qui date de 1885, qui était très populaire à l'époque de Lewis et qu'il avait lu et apprécié. Le titre, c'était Les mines, enfin c'est toujours d'ailleurs, Les mines du roi Salomon, de Rider Haggard. Et c'est l'histoire d'un groupe d'explorateurs qui part en Afrique à la recherche des mines d'or et de diamants du roi Salomon. Et pendant leurs explorations, ils arrivent dans une caverne que les habitants locaux appellent la salle des morts. Et ils découvrent toute une série de statues à l'apparence humaine, assises sur des bancs de pierre. Et au début, ça les intrigue beaucoup. Et ils finissent par comprendre que la tribu qui habite dans la région met tous ses rois dans cette salle une fois qu'ils sont morts. Et il y a un phénomène de pétrification qui se fait avec l'eau qui coule du plafond et qui les transforme petit à petit en statues, en stalactites en fait. Hein. Et donc c'est quelque chose que les habitants du coin font délibérément. Ils pétrifient leurs rois pour les conserver. Et, donc voilà, les critiques ont pensé que c'était peut-être une inspiration pour cette série de rois et de reines assis là. Mais je voudrais qu'on en vienne à la dernière statue. Hein, donc cette dernière statue, cette femme, qui est la plus impressionnante de toutes. On nous dit que c'est celle qui porte les plus beaux vêtements. On nous dit qu'elle est très grande et très belle, et qu'elle a sur son visage une expression farouche et arrogante, absolument saisissante. Alors, très grande, très belle, très orgueilleuse. Est-ce que ça te fait penser à quelqu'un qu'on a déjà rencontré, Lula? Je vais pas dire moi, mais... Non, je suis pas très grande. Non, évidemment, la sorcière blanche. Mm-hmm. Bon, bah on verra, mais c'est vrai qu'elle était décrite avec ces trois adjectifs, en effet. Mm. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le narrateur précise que Diggory dirait encore des années plus tard que jamais dans sa vie il n'avait rencontré une femme aussi belle, mais que par contre Polly dirait toujours qu'elle ne voyait pas ce qu'elle avait de particulièrement beau. Oh, la mauvaise foi. Je crois que c'est le chapitre où et Polly et Diggory vont faire le plus preuve de mauvaise foi. C'est pas le sujet central du chapitre, évidemment, mais les deux peuvent être répréhensibles dans leurs actions de ce qui va se passer dans ces quelques pages. Et on voit aussi, on retrouve Polly qui est très coquette, où elle est particulièrement intéressée par les beaux habits, les belles robes. On l'avait déjà vu avec les bagues de l'oncle Andrew. Et là, on continue à voir Polly qui est très intéressée par tout ce qui est de la mode. Alors le fait que Diggory trouve cette femme magnifique, eh bien, ça nous rappelle quelque chose qu'on trouve très souvent chez Lewis, c'est que le mal est attirant, hein, puisque visiblement elle est méchante, elle est mauvaise, et pourtant elle est très belle. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien chez Lewis que d'ailleurs chez Tolkien, hein, avec l'anneau qui est très beau et très attirant. Et je trouve que... Alors, je ne sais pas si tu as regardé Les Anneaux du Pouvoir, Lula, la série. Donc, je sais qu'elle a été beaucoup critiquée, cette série, mais moi, je trouve qu'il y a une chose qui est particulièrement bien faite dans la saison 2. Et désolée si je spoil. Hein. Dans la saison 2, on voit Sauron, qui est déguisé en elfe, et qui fait croire aux elfes, hein, il s'introduit parmi les elfes, et il leur fait croire qu'il est bon, et qu'il a à cœur le bien des elfes, des nains et des humains, et c'est très très bien fait. En fait, le téléspectateur sait que Sauron est mauvais, mais malgré tout, il est vraiment assez convaincant en elfe, et donc il y a cette idée vraiment que le mal est capable de se déguiser en bien, en quelque chose qui a l'air bien. Et c'est aussi quelque chose qui est biblique, n'est-ce pas, Lula? Absolument. On a cette idée que ce qui est attirant, le fruit de la connaissance du bien et du mal, était attirant. On avait envie de le croquer. C'était pas le mal en soi, mais en tout cas, c'était un fruit qui avait été interdit. Et on a d'innombrables exemples dans la Bible où le mal est attirant. Paul dit « Je fais le mal que je ne veux pas faire et je n'arrive pas à faire le bien que je souhaite faire. » Ce serait tellement plus facile que le mal soit horrible et qu'on n'ait pas envie de le faire et que le bien soit d'une facilité absolue.
Et ce que j'apprécie beaucoup chez C.S. Lewis, et je pense chez tout bon conteur par rapport à ça, qui fait qu'à chaque chapitre, on ne sait pas où se positionner, c'est que le bien est aussi attirant à sa manière. Ce que j'entends par là, c'est que par exemple, Aslan, on l'a vu dans la saison précédente, les enfants avaient ce respect, mais ils avaient envie de toucher sa crinière. Il est beau, il est majestueux. Aslan n'est pas une petite créature chétive, dégoûtante, qui n'attire pas non plus. Donc on a le mal qui attire, on a le bien qui attire. On a aussi le mal qui, parfois, se révèle en tant que mal, mais on a quand même envie de le faire parce soit on ne fait pas confiance, soit on essaye de se raisonner. Et parfois, le bien peut aussi avoir l'air impressionnant et effrayant. Et quand on arrive dans ce monde dans lequel on arrive à ce chapitre 4, eh ben on ne sait pas comment se positionner non plus. On imagine cet endroit qui est effrayant en tant que tel, mais est-ce qu'il va en sortir quelque chose de merveilleux et de magnifique ou de maléfique ? On ne sait pas. Et ça, c'est tellement proche de notre vie. Si tout le monde se baladait avec un panneau, si tous les choix que l'on faisait se baladaient avec un panneau en disant « Attention, choix incroyable » ou « Attention, choix désastreux », la vie serait beaucoup plus simple. Et là, on a cette difficulté du choix. On voit les enfants qui sont tiraillés entre deux décisions, taper, pas taper, faire confiance, pas faire confiance. Quelle est la bonne et la mauvaise décision ? C'est complexe. Et ça, c'est une leçon inestimable à donner aux enfants. C'est que le choix du bien et du mal est quelque chose de complexe. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que C.S. Lewis a particulièrement vécu en ayant vécu 2 guerres avec des fortes implications morales. Alors justement, lorsqu'il voit le marteau et la cloche, on a encore une preuve qu'il y a énormément de magie dans l'air, puisque quand les enfants regardent l'inscription, ils n'arrivent pas à la lire, parce qu'elle est écrite dans une langue qu'ils ne connaissent pas, avec des signes étranges. Et puis tout à coup, c'est comme s'il y avait une espèce de focus qui se faisait, et d'un seul coup, ils arrivent à la lire. Et comme si ça suffisait pas pour nous mettre en garde, il y a un avertissement de la part du narrateur qui dit à ce moment-là « Diggory avait raison, c'était une salle enchantée. Mais il l'avait oublié. Sinon, il aurait compris que le sortilège commençait à faire son effet. Il était trop emporté par le désir de comprendre ce qui était écrit pour y penser. » Et donc là, bien sûr, c'est pas la curiosité en elle-même et le désir de savoir qui est condamné, hein, encore une fois. On voit qu'il est très curieux, mais c'est pas ça. Hein, c'est pas ça. Il y a ici une similitude, encore une fois, avec le Jardin d'Éden et la tentation d'Ève, où elle avait été non pas tentée juste de connaître le bien et le mal, mais de déterminer ce qui était bien et ce qui était mal, de se mettre à la place de Dieu. Et ici, on a aussi cette idée que Diggory ne veut pas juste savoir, mais il veut le pouvoir que donne le savoir. Et il est prêt à renoncer à la morale traditionnelle pour obtenir ce savoir. Et on le voit parce que, juste après, il utilise la violence pour arriver à ses fins, hein, puisqu'il tord le bras de Polly. Son désir de savoir est tellement fort que ça devient prioritaire par rapport au reste et par rapport au fait que voilà, on force pas quelqu'un qui ne veut pas, on lui fait pas mal pour obtenir ce qu'on veut. Et là, il est en train de faire exactement ce qu'il reprochait à l'oncle Andrew et même ce qu'on reprochait à Madame Lefay précédemment, c'est-à-dire de ne pas respecter l'autre, hein, mais de se donner les moyens, en fait, de la fin qui justifie les moyens. Donc en l'occurrence, il est un petit peu moins mauvais quand même parce que il se met également en danger. Hein. Il ne met pas juste la sécurité de Polly en danger, il met également la sienne en danger. Donc il n'a pas atteint le niveau de corruption de l'oncle Andrew, qui lui, il ne voulait surtout pas se mettre en danger. Mais les germes sont là. Hein. Il n'est pas prêt à affronter le danger seul. Et il dit une phrase qu'on aurait pu entendre dans la bouche de l'oncle Andrew. C'est parce que tu es une fille. Et tout ce que les filles savent faire, c'est débiner et mépriser les gens qui ont le goût du risque. Ouais. Et Polly dit avec beaucoup de perspicacité juste après, tu ne peux pas savoir à quel point tu ressembles à ton oncle quand tu parles comme ça. Ouais. Et là, elle met exactement le doigt sur le problème. Hein, ouais. Oui, tout à fait. Elle est d'une grande perspicacité. Et c'est presque la réaction de Diggory qui nous indique que c'est un endroit qui n'est pas forcément bénéfique.
Parce que dans ce chapitre, dans les actions qui sont proposées, on n'a pas d'avertissement extrêmement clair que c'est pas la bonne chose à faire. Et c'est ça qui est angoissant. Dans le jardin d'Éden, il y a l'enseignement de Dieu qui est clair, qui est limpide, on ne mange pas de ce fruit. Et le serpent va tenter Adam et Ève et va clairement remettre en cause ce qui a été dit par l'être suprême, Dieu, qui a une place d'autorité. Il bafoue cette autorité. Ici, ils n'ont pas de marqueurs moraux de ce qui doit être fait et ne doit pas être fait. Et même en tant que lecteur, on ne sait pas exactement précisément quelle est la bonne et la mauvaise décision à prendre dans ce cadre précis. Mais le fait que Diggory ait à ce moment-là un comportement répréhensible qui va utiliser la violence, qu'il va être odieux avec Polly comme il ne l'a jamais été auparavant. On peut imaginer en effet qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. C'est une salle qui n'est pas propice à la bienveillance, à la bonté. Mais pour l'instant, c'est très difficile de se positionner. Et ça, je trouve que c'est particulièrement réussi dans ce tome de Narnia. Ben, on doit prendre le temps pour pouvoir savoir réellement qui est bon, qui est mauvais, comment réagir. Et ça, c'est quelque chose que je trouve particulièrement bien écrit chez C.S. Lewis. Ouais. Et il y a aussi un autre indice qui montre quand même qu'il n'est pas dans la bonne disposition d'esprit, hormis tout ce que tu as noté, c'est qu'il se trouve des excuses pour ses actions. Il se déresponsabilise. Il dit quiconque est arrivé à ce point est condamné à s'interroger jusqu'à en perdre la raison. C'est le pouvoir de la magie, tu comprends. Je sens qu'il commence à agir sur moi. Et donc, en fait, il fait semblant d'être obligé de frapper parce que sinon il va devenir fou. Et Polly, elle dit, mais non, pas du tout, tu mens, parce que moi aussi j'ai lu l'inscription et je sens strictement rien. Et donc on voit qu'en fait, il se convainc lui-même, parce qu'il choisit d'y croire, hein, finalement, ça devient vrai. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut constater avec les personnes qui croient aux voyantes. Hein. Dans la vraie vie, ça arrive des fois. Des personnes entendent une prédiction d'une voyante et ils y croient tellement, par exemple, une voyante qui prédit qu'ils vont avoir un accident de voiture, et en fait, ils y croient tellement qu'ils sont tellement tendus au volant que finalement, ça va se réaliser. Et c'est pas parce que la voyante avait raison, mais c'est juste parce que la personne y croit tellement que ça va vraiment se produire. Et c'est un petit peu, on peut comprendre ça un petit peu ici, hein, quand il dit je suis absolument obligé maintenant de le faire, je sens que ça commence à agir en moi. Mais évidemment aussi, son but, c'est de se déresponsabiliser, hein, parce qu'évidemment, s'il est victime d'un enchantement, ça voudrait dire qu'il n'est pas vraiment coupable. Hein, et donc, ça fait partie aussi des choses qui montrent que voilà, il n'est pas du côté du bien, là. Hein. Non, c'est un chapitre qui n'est pas très confortable à lire. On s'est beaucoup attaché déjà à Polly, à Diggory. On a vu sa morale, j'aimerais dire irréprochable, face à son oncle, sincèrement, dans les chapitres précédents. Et là, il file un mauvais coton. Et c'est pas agréable à lire. De le voir prendre une direction qui n'est pas celle auquel on aurait espéré qu'il s'adonne. Et en effet, là, on est plus concentré sur son comportement que sur l'action à faire. Si les deux enfants étaient là, ah ben super, on va taper la cloche, on serait beaucoup moins inquiet que cette tension entre les deux enfants avec cette violence à la fois verbale, à la fois physique qui va avoir lieu sous nos yeux, avec aussi l'urgence de ils sont pas dans leur monde. On n'est pas en train de jouer, ils sont pas dans la forêt d'à côté de leur maison, on est dans un autre monde, un endroit complètement inconnu, et en tant que lecteur, on a l'urgence de « mais faites pas de bêtises, parce que vous êtes dans une position qui peut être très très grave ». Je voudrais revenir sur la dispute que tu mentionnais, là, sur le thème du genre. Hein. Donc, ils se balancent tous les deux une série d'insultes sexistes, là. Donc, lui, il dit « Tu es une fille, tu veux pas accéder au savoir, tu ne t'intéresses qu'au ragot. » Et Polly dit « Oh, t'es comme tous les hommes. Et ne dis pas que je suis comme toutes les femmes. » Et puis, elle lui répond « Enfin, lui, il répond « Pardon, tu n'es qu'une gamine. » Et en fait, il y a des personnes
qui ont utilisé ces passages pour dire que Lewis était sexiste, mais je m'excuse, mais je trouve que c'est complètement ridicule, parce que si ça montre quelque chose, c'est plutôt le contraire, hein, puisque cette dispute, bien sûr, est condamnée par le narrateur. Hein, ils se disent des choses désagréables, mais en fait, le narrateur n'approuve pas du tout. Hein, donc, il faut juste rappeler peut-être, hein, si c'est pas évident pour nos auditeurs et auditrices, qu'il faut toujours faire la différence entre les comportements des personnages et ce que dit ou croit l'auteur. Évidemment, parce que sinon oui. il serait à fond pour la sorcière blanche. Si voilà, c'est ça. Chaque personnage véhiculait la vérité de l'auteur, on est mal barré par rapport aux méchants de chaque livre. Et on voit aussi que c'est non seulement une dispute sexiste, mais il y a aussi quelque chose de ridicule parce qu'ils parlent comme des adultes. Oui, c'est vrai. Ah, tu parles exactement comme un homme, s'écria Polly avec une voix d'adulte, avant d'ajouter immédiatement de sa vraie voix. Et tu ne me dis pas que c'est typiquement féminin, espèce de copieur. Donc, voilà, il y a le côté vous les femmes, vous les hommes. C'est risible dans la bouche d'enfants. Qu'ils puissent avoir certains clichés, d'accord, mais là, on est vraiment les spectateurs d'une scène qui n'a pas lieu d'être et qui est complètement dérisoire par rapport à la situation. Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi de noter que ici, il y a un cliché qui est très, très connu et souvent utilisé, c'est celui de la curiosité d'Ève ou de Pandore, hein, suivant l'histoire. Hein, Pandore qui a ouvert la boîte par curiosité et qui a amené tous les malheurs du monde. Ce cliché, eh bien, il est renversé ici, puisque ici, Ève, c'est un garçon, en fait. Hein, c'est Diggory. C'est lui qui fait preuve de curiosité. Donc, ça aussi, ça va contre l'idée que Lewis était misogyne. Hein. Donc, dans le texte même, on peut trouver ça. Oui, de plus, on parle du péché d'absentéisme d'Adam. C'est-à-dire que quand Ève a été tentée dans le texte biblique, Adam n'est pas intervenu pour reprendre Ève et faire front ensemble face à la tentation. Ici, Polly a la qualité de prévenir Diggory en disant « mais c'est pas une bonne idée du tout ». Elle n'est pas passive face aux actions de Diggory. Donc là, on peut voir une qualité supplémentaire chez Polly. Et donc, le chapitre se termine sur les effets du son émis par la cloche. Et donc, on nous dit que c'est un bruit qui devient de plus en plus fort, à la fois doux et puissant, très effrayant. Et puis, ça se termine avec toute la pièce qui tremble, suivie par une autre série de bruits qu'on imagine très bien parce qu'ils sont décrits de façon très imagée. Donc, on a le roulement lointain d'un train, on a le craquement d'un arbre qui tombe et un éclat de tonnerre fracassant. Et puis ensuite, une partie du toit qui s'effondre. Et ça se termine avec un grand silence et un soulagement de la part des enfants. Et je pense personnellement que toute cette scène va rendre très très bien au cinéma. Complètement. Et on ne sait même pas à quoi s'attendre, puisque les derniers mots, c'est « De toute façon, tout est fini », dit Diggory. Tous deux pensaient en effet que c'était fini. Jamais ils ne s'étaient autant trompés. Encore une fois, ça se termine avec un suspense insoutenable. On ne sait pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. On n'a encore aucune information. Ça peut être quelque chose de majestueux et de magnifique. Tu me connais, je suis plutôt une positive. J'espère à chaque fois qu'Aslan va venir et nous donner plein de sagesse. Donc, on ne sait pas encore à quoi s'attendre. On ne sait pas si c'est un monde merveilleux et qu'on s'est trompé, si c'est un monde maléfique et qu'ils n'auraient pas dû taper. Et on ne le saura pas avant 2 semaines. À moins que vous lisiez le livre entre-temps. Donc on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour avoir la suite. Pour le chapitre 5, le mot déplorable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous le saurez bientôt. Au revoir Anna. Au revoir Lula. Merci de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle aventure derrière la porte de l'armoire. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Audible, YouTube et Amazon Music, ainsi que sur Instagram, derrière la porte de l'armoire tout attaché et sans accent, et Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un pouce bleu ou quelques étoiles ou encore un commentaire. Ça nous permettra de mieux nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous envoyer vos suggestions, remarques, questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur derrière-la-porte-de-l'armoire@gmail.com, tout attaché, sans accent et sans majuscule.
À très bientôt pour un nouvel épisode.